Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à 90 minutes chrono, votre programme hebdomadaire. Plaisir renouvelé de vous savoir nombreux connectés au menu de cette autre sortie. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, zone Afrique, marquée par la qualification des oubliés d'hier. Nous parlerons également de la préparation des Lions à prime qui profilent la préparation en prélude de Chan 2018 qui aura lieu au Maroc, sans toutefois oublier la rencontre qui a opposé la Zambie au Cameroun, match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Une pause et on revient pour la présentation de nos invités qui sont déjà là au complet. Déjà là au grand complet, alors on va commencer par la gauche, hein. Longtemps appelé, longtemps sollicité, il est enfin là ce jour. Coach Obassassé, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à toute la famille footballistique du pays, à tous les fidèles spectateurs de 90 minutes chrono sur le canal 24. Alors avez-vous très rapidement, hein, puisque vous êtes promoteur d'une académie, l'académie Ascolombe, vous allez nous parler un peu de l'académie en quelques secondes. Oui, l'académie Ascolombe Football Club, c'est un centre de formation. Le groupe c'est un centre de formation de football qui comporte toutes les catégories, des filles jusqu'à la catégorie junior senior, parce que ça c'est les sortants qui vont déjà pour la ligue départementale de la Meufouafamba dans laquelle nous évoluons. Et elle se porte bien, elle est basée en Kouaban et les entraînements se poursuivent à l'école catholique de Kouaban. Alors, un autre invité qui arrive ici pour sa première fois, c'est Bertrand Vendor de Afrique de Radio. Bertrand Vendor, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tout votre panel, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. N'est-ce pas que j'ai dit d'ailleurs beaucoup de bien, hein, parce que j'entends parler, n'est-ce pas, de votre chaîne de radio qui monte en puissance. On va vous dire merci. Alors avec vous, on va parler de la Coupe du Cameroun zone au féminin, hein, qui est le remake de l'année dernière, à savoir Louvre qui sera opposé à Amazon. Ben voilà, c'est tout simplement les mêmes équipes, hein, qui se connaissent très bien, qui dominent l'actualité sportive féminine au Cameroun. Ça c'est pas un secret pour personne. Louvre Miprof, avec tout le bagage que cette équipe regorge au niveau, n'est-ce pas, de son palmarès, ainsi qu'Amazon FAP. On a vu la finale de l'année dernière qui était très très relevée, mais il a fallu, n'est-ce pas, que ça se passe sur quelques détails. Cette année en concernant les mecs, je pense qu'on aura droit à un spectacle très relevé. Donc c'est une finale qui est bien sûr le plan revanchard. Tout à fait, sur le plan revanchard, parce que vous savez, l'équipe de Louvre est allée chercher la victoire avec les performances de sa gardienne de but, qu'on salue d'ailleurs. Et puis cette année, je crois que Amazon Fab revient avec beaucoup de moyens de revanche. Donc ça sera vraiment une finale très discutée qu'on aura droit demain, je pense bien. Alors, lui c'est un habitué du plateau, hein, c'est Chakou, bonsoir. Bonsoir Olivier Lobo, bonsoir à tous les spectateurs de 90 minutes. Alors, avec vous, on va parler, hein, de New Star. Il y a ce petit problème qui revient, à savoir le fait corruptible, hein, par rapport à New Star qui aurait, on va dire entre guillemets, hein, passé par des moyens peu orthodoxes pour arriver en finale. Oui, là on va dire que cette fois-ci New Star serait pris vraiment dans le sac. Parce que les déclarations du président de Douala indiquent, n'est-ce pas, sont très fracassantes. New Star aurait, je préfère en parler conditionnel, New Star aurait promis une somme de 2 millions à DAC, à Douala indique, en cas de défaite. Vous voyez tout de suite que voilà, les équipes qui vont aller nous représenter sur la scène continentale. Et on se demande vraiment quel football, quel pays. Lorsqu'on sait que lorsqu'un acte de corruption est avéré dans le niveau footballistique, automatiquement c'est la radiation à vie. Et si vous en sortez, mieux vous êtes suspendu pour une période bien donnée. Souvenez-vous encore de cette affaire qui a fait les choux de la presse, notamment lors de l'élection à la tête de la présidente de la FIFA, où Platini s'est vu disqualifié pour un problème qui a eu lieu il y a de cela plus de 10 ans. C'était un contrat de travail qui était fait de gré à gré entre Platini et
l'essai de la terre. Une fois les clauses dehors, ça a été très difficile pour Plantier s'en sortir. Moi, je pense quand même que lorsqu'on parle de football, on va prendre en considération des paramètres. On va prendre en considération le paramètre sportif et l'aspect éthique. Si sur le plan éthique, vous avez des choses à vous reprocher, on voit tout de suite que même sur le plan sportif, ça ne sera pas ça. Et quand on sait que cette équipe de New Star, durant toute la saison, a été mêlée à beaucoup de choses, les matchs qui sont gagnés dans des bureaux, des arbitres qui, en parenthèse, je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Donc, en ce moment, on se pose la question de savoir pourquoi les mêmes gens reviennent avec les mêmes actualités. Il est donc important que... On doit sévir selon vous. Qu'on doit non seulement sévir, mais que la Fédération camerounaise de football, pour celui qui sera élu, n'est-ce pas, essaie de se pencher sur cet épineux problème-là. Vous dites, le football prend en compte deux paramètres, l'aspect sportif et l'aspect éthique. Si vous avez des problèmes au niveau éthique, tout de suite, même l'aspect sportif serait sanctionné. Souvenez-vous de la Juventus, la vieille dame, qui était reléguée en série B après avoir gagné un scudetto. Dans ce moment, on veut un football propre, pas seulement sur le stade, mais aussi dans l'administration. Alors, Livandor, parlant toujours de New Star, les finalistes sont connus. Est-ce que on n'a pas attendu trop le temps pour pouvoir parler de ce problème quand on sait qu'on connaît les finalistes et que la date de la finale est prévue incessamment? Vous savez, Olivier, que en fait, la finale, les matchs de finale de Coupe du Cameroun se jouaient à un espace assez réduit. Il fallait aller très vite pour rattraper le temps qui était imparti. Je pense que les matchs se jouaient après 3-4 jours. Donc, il faut comprendre aussi le retard qu'a subi cette décision, et puis le temps de porter les réserves, le temps d'étudier le dossier et de, n'est-ce pas, venir sanctionner. Ça doit quand même prendre une certaine marge de jours. Donc, le temps, on peut quand même essayer d'avoir une marge de tolérance par rapport à cette décision qui revient un peu tardivement, mais il faut comprendre que ça n'a pas été facile puisque les matchs étaient le temps des rencontres était très réduit. Alors, coach, pour un entraîneur qui sait qu'il va jouer la finale et que un problème pareil rebondit, comment se sent l'entraîneur à ce moment précis? C'est pas facile, c'est très difficile, Olivier, c'est très difficile. Dans la mesure où on a déjà commencé à faire les plans pour la finale. On doit payer parce que un entraîneur qui gagne frauduleusement, vraiment c'est pas très réconfortant. Même si on va se poser la question, qui doit-on sanctionner? L'équipe qui a corrompu ou l'équipe qui a été corrompue? Parce que c'est ça aussi. Ah, les deux, laquelle des deux jouera dans la finale? Parce que New Star, dit-on, a corrompu Dak a accepté la corruption, a laissé les mains. Bon, mais là, moi, je pense qu'il faudrait une tolérance, une certaine tolérance là, parce que c'est un autre caillou dans la chaussure dans le football camerounais. Nous allons de problème en problème pendant qu'on croit qu'on va finir avec le volet coupe et essayer de rétablir cet équilibre, c'est toujours mal. Moi, je pense, contrairement à Serge Chakou, c'est vrai ce qu'il a dit, il faut toujours que le droit prévale, mais il y a des situations d'exception. Même à la justice, il y a des règles de jurisprudence. Donc, selon le coach, il faut une tolérance. C'est ce qu'on m'a dit, sortir de cette actualité. Je me souviens quand même qu'on a retiré une seule bombe pratiquement 6 années plus tard, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre de relais jamaïcains qui s'étaient dopés. Et imaginez un peu la période où on vient retirer cette médaille. Et le Corinthien, sport brésilien, qui avait perdu un titre au Brésil, s'est vu retrouver son titre plus de 20 ans après. Je pense quand même qu'à ce moment, mieux vaut une justice qui prend le temps qu'une injustice rapide. Parce qu'au bout du compte, on aura un mauvais représentant sur la scène africaine. On aura des gens qui vont aller saluer le chef de l'État. Parce que rendez-vous quand même compte que des gens qui sont avérés de corruption, et pour la petite histoire, Dak Athletic n'a pas accepté la corruption. Dak a refusé et a fait savoir à tout le monde que voilà la proposition d'un président qui vient nous donner 2 millions de pertes de match. Donc, en certain moment, on se pose bien la question de savoir si des attitudes comme ça vont durer dans notre football,
interrogeons-nous sur, je vais dire quoi, la nature de nos champions. Est-ce qu'ils sont champions parce qu'ils sont vraiment forts ou ils sont champions parce qu'ils passe pas derrière aussi un peu très bizarre. Alors, on vous a compris, c'est Chaco, donc on attend que le litige puisse trouver un point d'honneur, mais ça sera difficile puisque la finale est déjà annoncée. En tout cas, je souhaite ainsi. Alors, c'est une image qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux, aussi bien dans les médias. Cette image de ce gardien qui dégage un ballon alors que le ballon était déjà passé. Alors, je propose d'abord qu'on regarde cette image et on vient pour commenter. Luc, maintenant, pour moi, vous avez vu justement l'image, ce gardien qui dégage le ballon, il est sûr vraiment que le pied va sur le ballon et finalement le ballon était parti. Est-ce que c'est la position du match ou alors une image pareille? Alors Olivier, il faut savoir que dans le football tout va très vite déjà et on ne peut pas garder l'œil sur le ballon lorsqu'on fait un contrôle. Ça c'est la première, le premier pas lorsqu'on commence à jouer au football. Avant même que le ballon parvienne au niveau des jambes, il faut déjà avoir l'œil vers qui est-ce qu'on va adresser la passe. Et je pense que lorsqu'on regarde très nettement ces images, le gardien, quand même a pris la peine de réussir son... Il n'a pas réussi son contrôle. Il a cru avoir réussi le contrôle. Malheureusement, le ballon a refait une fausse piste, une fausse piste. Et puis après, il avait déjà l'œil vers ses coéquipiers, vers qui est-ce qu'il devait adresser le ballon. Malheureusement, le ballon n'était plus sur sa trajectoire. Et il a eu à frapper sur le vent. Donc je pense qu'en fait ça ramène à la concentration. Il faut être concentré. Moi je crois que c'est un manque de concentration. C'est pas plutôt au niveau de la pression, c'est plutôt au niveau de la concentration. Le gardien n'était pas assez concentré durant cette action peut-être, ou alors durant toute la rencontre. Alors coach, Bertrand, on en parle de concentration à travers... Oui, mais Bertrand parle là comme un véritable spécialiste, parce que là, c'est vraiment un grand manque de concentration, et puis c'est une erreur à sanctionner vraiment par l'entraîneur, parce que là, on s'est rendu compte que les prémices du football ne sont pas déjà respectées. Vous avez fait un contrôle. Est-ce que vous n'avez pas ressenti le contact avec le ballon? Pour vouloir faire une passe ou un dégagement après, il faut faire attention. Ça a été une bourde de sa part. Une bourde technique de sa part, vraiment. Ce n'est pas à pardonner, c'est pas à pardonner, il faut lui tirer les oreilles. On ne va pas dire que ça peut arriver, ça ne doit pas arriver à ce niveau professionnel là. C'est aux débutants que ça doit arriver ça. À partir des minimes, ça ne doit même plus déjà arriver. Parce que le minime maîtrise la position de son pied d'appui par rapport au ballon, il ne doit pas le rater. Et puis ce contact avec le ballon au moment du contrôle. Est-ce que vous n'avez pas ressenti que le ballon, il n'a pas suffisamment touché le pied? Et quand il y a contrôle, comme Bertrand, parce que Bertrand, après, il est un spécialiste, hein, parce que quand il y a contrôle, le ballon il est devant vous dans votre champ de vision, même si vous regardez, vous partagez le regard entre l'horizon et le sol. Ce ballon, vous le voyez. C'est ça le professionnel. C'est pour ça que vous voyez, ils ne conduisent pas le ballon en le regardant, parce qu'il est en contact avec le pied et les yeux, là, il même voit ce ballon aussi qui regarde devant lui pour détecter les situations qui se présentent à lui. Donc, c'est vraiment anti-professionnel ce qu'il a fait là. Alors, c'est Chapeau, est-ce que l'entraîneur n'est pas dû avec ce gardien de Mayence? J'ai fait rappeler que cette image, c'est un match de Bundesliga, une division allemande qui opposait Mayence. Mundesgas. Il faut dire que c'était lors de ce match-là. Mais vous savez, je ne vais pas être totalement dur avec ce gardien, parce qu'on va parler de concentration, on va parler de soucis, mais rendez-vous quand même compte que c'est un professionnel aguerri et il arrive qu'il fasse cette boum, ben, des bouts on voit tous les jours. On se souvient, n'est-ce pas, de ce joueur. Bon, pour lui, c'était après qu'il avait reçu un choc lors de la finale de la Coupe du Monde de 2014. Nous sommes là au Brésil. Vous parlez de qui? Allemagne-Argentine. Je crois que c'était l'âme, j'ai vu c'était l'âme. Il avait reçu un choc.
il allait bénéficier des soins de l'infirmerie, tout ça. Mais quand il est revenu sur la pelouse, quelques minutes après, il s'est approché de la ville pour demander si c'était effectivement la finale de la Coupe du Monde qu'on était en train de jouer. Parce que le choc, n'est-ce pas, avait fait en sorte qu'il perd totalement les repères. Pour ce gardien, il a fait certainement une faute qui peut être censurée. Mais moi, si je suis entraîneur, je ne dois pas le censurer parce que je vais me dire, c'est quelque chose qui paraît bon. Et surtout qu'après, à l'issue de cette erreur, il n'y a pas de conséquences graves. Il réussit quand même à récupérer le ballon et à faire son dégagement. Et là, maintenant, va se poser la problématique de la relance chez les gardiens. Parce que de nos jours, le bon gardien n'est plus simplement celui-là qui sait jouer sur sa ligne de but. Le bon gardien, c'est celui-là qui est capable, à un certain moment, de faire des relances du pied ou de la main. Cette fois-là, c'était du pied. Il sait un peu tourner. Bon, il va tout simplement falloir qu'il travaille, n'est-ce pas, le jeu du pied. Vous allez voir, généralement, lors des séances d'entraînement en équipe, quand on fait travailler les gardiens, rares sont ceux qui insistent sur le contrôle de pied. Le plus souvent, on les fait faire des exercices où ils vont tout simplement jouer de la main. On dit parfois qu'il arrive des phases de jeu où le gardien doit se confondre comme un jeu de champ, où il doit totalement oublier ses mains et de juster au cap ce gardien. Bon, ce Chapeau, l'entraîneur n'est pas d'accord avec vous? En fait, je vais être un peu plus clair pour dire à Serge que c'est déjà un peu trop technique. Quand vous voyez, nous autres nous accusons et nous tirons des oreilles à un gardien ou à un joueur à ce niveau-là. C'est des gestes qu'on ne doit plus rater. Imaginez-vous un seul instant que ce ballon ait eu un peu plus de puissance. Il serait dans les buts. C'est pas ça, c'est un ballon mou. Pire encore. Il y a la vision en football. À la réception du ballon, vous pouvez regarder le ballon parce que vous devez apprécier la surface de contact qui va réceptionner ce ballon. Et dès que le contrôle est réussi, vous positionnez votre pied d'appui à hauteur du ballon pour regarder avec qui vous allez jouer maintenant. Quand le pied d'appui est bien positionné à hauteur du ballon, ça veut dire que vous ne pouvez plus jamais rater ce ballon. C'est pour ça qu'on vous a dit de le regarder à nouveau. Vous n'avez même pas réceptionné le ballon que vous entrevoyez déjà faire une passe après. Je vous dis, même au niveau, même à la catégorie cadette, qui sont déjà après gris, c'est une bourde très dangereuse et vous allez voir ce genre de choses. On dit à un enfant, tu as 2 matchs, tu ne joues pas. Quelle est cette histoire-là? Parce que c'est depuis les Benjamins minime qu'on a déjà maîtrisé ça. C'est purement technique. Quand vous allez voir un entraîneur, moi je me dis que si vous avez vu son entraîneur, après peut-être le gars c'était très mal fâché. Dans le coach, c'est une faute professionnelle pour... Non, tout peut arriver à un être humain. Tout peut arriver à un être humain. Mais là, c'est une faute professionnelle technique à ne pas pardonner. Bertrand Vando? Oui, je voulais ajouter que je ne suis pas parfaitement d'accord avec Serge sur son analyse, parce qu'on est là dans un cadre d'un match professionnel. Il parlait tout à l'heure d'un match professionnel. C'est des professionnels. Et à un certain niveau de la compétition ou de la carrière, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Il y a des choses vraiment qu'on ne pardonne pas. Lorsque une bourde comme celle-ci peut être conclue par un but, imaginez, et puis c'est un match de qualification ou un match de finale de la Coupe d'Allemagne par exemple, et puis après ça se résume par un but qui nous cause une élimination, on ne verra pas ainsi. Hein. L'entraîneur peut, n'est-ce pas, essayer de remettre son gardien en confiance, tout en disant que bon voilà, ça peut arriver, mais aller au vestiaire. Aller au vestiaire, je suis sûr qu'au vestiaire, ça va gronder. Ça va gronder pour essayer de le ramener à l'ordre et de lui dire attention, lorsqu'on joue dans un match de football, on a 90 minutes au plus. Et dans ces 90 minutes, monsieur, on doit rester concentré. On doit rester concentré. On n'a pas le droit à l'erreur pendant 90 minutes. On est d'accord que ça peut arriver. Tout le monde peut faire une bourde ou une erreur. Mais je vous assure, les erreurs ne se pardonnent pas à un certain niveau de compétition. C'est compris, Bertrand Vando. On va prendre une transition et on va marquer le premier arrêt de 90 minutes chrono. Alors, on va débuter tout de suite avec notre revue de presse cybernétique consacrée une sportive. On va débuter tout juste avec Parlons Foot 237. Parlons Foot 237 qui s'est intéressé à la préparation des Lions à prime en prélude de CHAN 2018. Football 37 nous fait savoir que selon Hugo Besson, le premier stage a été positif. On va poursuivre avec le site internet 45x2 qui s'est intéressé à l'avenue du Gobros en sélection camerounaise et nous donne les probables destinations du Belge.
celui dont le contrat s'achève en février prochain, serait sollicité par des clubs aussi bien en Afrique qu'en Europe et aussi des sélections nationales. On parle pour cela de Saint-Étienne ou encore des clubs du côté de l'Afrique du Nord. Le même site nous informe que le même site s'est intéressé à l'Aigle Royal des Champs qui veut jouer les premiers rôles au cours de la saison, la prochaine saison, et 45x2 fait l'autopsie et appelé dans l'Assemblée Générale annoncée pour le 3 décembre prochain. Poursuivons avec Presse-Sport. Presse-Sport s'est intéressé aux Lions Indomptables, à savoir Alvin Jolet qui a signé le doublé avec son club FC Minx du côté de la Biélorussie. On va terminer avec le site internet Camfoot qui nous informe que le Maroc est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, ceci après l'année 1998. Alors c'était tout pour la revue des presses. Prenons une autre transition et on vient pour parler football. Alors, on va ouvrir la page consacrée au Lyon Après. Il faut dire que les Lyon Après ont terminé samedi dernier le premier stage de préparation. Ils ont livré un match contre le Stade de Banjul, match qui s'est soldé par ce score de parité des 0 buts partout. Alors, le vendredi, vous étiez au Stade militaire samedi dernier. On va dire rencontre avec un petit pousset, mais qui s'est soldé par un score de parité des 0 partout. Est-ce que ce score ne fait pas peur quand on sait que le CHAN, ça sera une compétition relevée avec les pays du Maghreb qui ont un championnat mieux capé? Olivier, j'ai très peur. J'ai très peur pour cette équipe. Peut-être que les ambitions de cette équipe ne sont pas à la hausse. Peut-être qu'on va pour participer, essayer, n'est-ce pas, de limiter les dégâts. J'ai quand même vu toute la préparation complète de cette équipe pendant ces 3 semaines et les matchs amicaux que les Poulains des Robert Sombrana ont eu à livrer. D'abord contre Fortuna, AS Fortuna qui a véritablement marché sur cette équipe. Et lorsqu'on sait que AS Fortuna vient, n'est-ce pas, de monter en Elite One et qui a vraiment fait peiner l'équipe à prime, ça amène à se poser des questions. Mais là, on se disait, bon voilà, les gars venaient d'entrer en stage. Peut-être qu'il n'y avait pas encore de cohérence. Il y a eu un deuxième match face à Académie Football Club de Nyom 2. Là, c'était une équipe vraiment amateur, complètement amateur. C'était différent. Il y a eu une victoire de 9 buts à 0. Bon, là, c'était une balade de santé, c'est normal. Et puis, il y a eu un autre match, c'était la victoire du Bizarre face à Fort Azur, qui est une équipe régionale du centre, qui a, il faut le dire, causé des problèmes à cette équipe de Riboy Sombranac. Et puis ce dernier match face à Stade de Banjul. Premier constat, il y a un problème au niveau de la ligne offensive. Les attaquants peinent, n'est-ce pas, à mettre la balle au fond des filets. On a vu face à Stade de Banjul au moins 12 poteaux et transversales, des occasions nettes de but que cette équipe a eu à manquer. Et puis il y a un autre problème au niveau du fond du jeu de cette équipe. Je pense que ça joue encore très lent. Les joueurs, les actions sont très lisibles. Ça permet aux équipes de se repositionner, ça permet aux équipes de pouvoir contrecarrer toutes les velléités offensives de cette équipe. Donc je pense que Rigobert Sombana a un travail de fond à faire avec cette équipe. Et une autre peur, c'est que ces joueurs manquent de compétition. Le championnat est carrément arrêté depuis bien longtemps. Il y a un manque de vivacité, manque de rythme total. Je ne peux pas douter de la qualité des joueurs, mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque. C'est certainement au niveau de cette problématique. Notre championnat est arrêté pendant qu'ailleurs ça se joue. Donc on aura de sérieux problèmes au Maroc en janvier. C'est Chaco, plusieurs matchs amicaux joués par la bande d'Arigo Besson, mais avec des adversaires de moins de calibre, mais on ne voit pas la preuve de la rencontre de samedi dernier face à Stade de Banjul, une équipe qui évolue en région. L'équipe n'arrive pas à marquer, on ne comprend pas. Est-ce que c'est les bons joueurs qui n'ont pas été sélectionnés? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est positif pour le champ qui démarre dès le mois de janvier prochain?
Ça dépend des objectifs qu'on va se fixer pour cette compétition. Vous savez que... Robinson a dit qu'il va pour gagner. Non, je ne crois pas beaucoup à Rigo. Dans sa position, si vous voulez qu'il vous dise qu'il s'en va perdre, soyez un peu sérieux, n'entendons pas ça du tout. Et bon, et lorsqu'il dit qu'il s'en va pour gagner, regardons un peu les adversaires qu'il aura en face. Vous avez le Maroc dont tout sourit actuellement. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, le roi de Casablanca a remporté avec Martial la Champions à la Ligue d'Égypte. Vous avez également une bonne partie de l'équipe zambienne qui a malmené les Lions. C'est cette équipe qui va jouer le Chan. Parce qu'il faut le dire, pour ce Chan, la Zambie a convoqué plus de la moitié de leur équipe à prime pour cette confrontation qui opposait au Cameroun. Vous avez également l'Ouganda, dont la majorité, le statut de l'équipe A. On les retrouve également chez les A prime. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont habitués à des matchs de très haut niveau, des matchs de grande intensité. C'est des gars qui ont plusieurs matchs dans les jambes. Chez nous, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons des gars qui ont joué uniquement ici au Cameroun. Ceux qui ont essayé de jouer des matchs internationaux à travers les compétitions telles que la Coupe de l'Empereur et la Champions League sont sortis très tôt. Très tôt. Vous avez Coton Sport de Gawa qui en phase de poule a obtenu 0 points contre le Zanaco, comme Zambien, dont la majorité des joueurs font partie de l'équipe des AP. Vous avez également ces deux derniers matchs de la Coupe du Monde qui pouvaient permettre à ce que l'équipe nationale A' soit et deux bons sparring partners, à savoir l'Algérie et la Zambie. Mais vous savez quoi on nous appelle des gars qui vont venir, même pour le troisième gardien qu'on sait qu'il ne va pas jouer, on n'a pas donné la chance au gardien des A' d'aller voir au moins à quoi ressemble le haut niveau. Et avec ça, vous croyez qu'on va remporter le champ? Non, soit sérieux. Et maintenant, lorsqu'il faut parler des jeux proprement dit, je suis content que Bertrand Dika a énuméré, il va dire quoi? De notre attaque, on a une attaque qui ne marque pas de but. Mais comment est-ce que vous avez le meilleur buteur de notre championnat ennemi qui n'a pas sa place comme titulaire dans cette équipe? Bien évidemment. Comment voulez-vous que le meilleur buteur des championnats, c'est-à-dire, nous sommes peut-être en France, le meilleur buteur de la Ligue 1 joue par exemple à Marseille et que Didier Deschamps fasse la liste sans le convoquer? Vous trouvez ça sérieux? Non. Quand il dit qu'il va gagner, bon, je ne sais pas. Peut-être ses objectifs pour lui gagner veut dire aller participer, jouer les 3 matchs. Mais s'il faut regarder le jeu qu'on propose, les adversaires que nous avons en face, je doute très fort. Et quand on parle de sparring partner, vous ne pouvez pas, au moment d'aller aux Jeux Olympiques, vous allez plutôt vous entraîner avec des gars qui jouent 2-0. Là, ça va aller très vite. Lorsque vous voulez vous frotter à une très grande compétition, essayez de faire le choix des bons sparring partners. Parce que là, vous allez avoir des très bons challengers et qui vont essayer de bosser au niveau. Vous allez me prendre de Nyoum 2, vous gagnez certainement 9-0 parce que les gars seront émerveillés, vont prendre le même joli seront contents. Vous venez jouer une équipe de faux Azur dans le championnat à l'arrêt depuis pratiquement 4 mois, les gars sont à l'arrêt, vous les gagnez 2-1 difficilement. Vous venez jouer une équipe de Fortuna qui a terminé les jeux depuis et vous ne parvenez pas à les gagner. Mais avec ça, il y a eu Stade de Bandung qui était quand même champion régional. Stade de Bandung qui a été champion régional. Et le championnat a arrêté là depuis pratiquement 5 mois. Ça veut dire que c'est les gars qui sont au quartier, boire la bière. Donc vous comprenez, ça tique un peu par rapport à... Et maintenant vous allez jouer les gars qui ont gagné la championne africaine. Vous allez jouer les gars qui sont qualifiés contre la Côte d'Ivoire, au Slack, au Félix et au Fred Wani. Vous allez jouer les gars qui ont malmené les Lions et Notables l'autre jour à dos la maison. Sérieux, et Robertson. Je lui souhaite tout le meilleur, de gagner certainement ces champs, mais ça sera difficile. Alors coach, Hugo Besson a déclaré qu'il est satisfait du stade de préparation. Il y a eu la rencontre contre la Guinée équatoriale, il y a eu la rencontre, Bertrand le soulignait tantôt, contre Faux Azur, contre AS Fortuna. Mais lorsqu'on regarde de façon complète, il y a beaucoup de manquements. Est-ce que c'est une équipe sur laquelle on peut compter pour le CHAN, quand on sait que du côté du Maghreb, même en Afrique de l'Ouest, que ce soit aussi en Afrique australe, c'est des championnats mieux capés qui viendront justement avec des armes lourdes. C'est vrai que le tirage est annoncé pour le 17 novembre. On ne connaît pas encore les adversaires, mais la préparation, Hugo Besson est satisfait. Bon, Hugo Besson est satisfait. Vous savez, le Cameroun, tu dois le dire. Moi, on me dit souvent, c'est la solidarité du corps de métier, c'est pas ça. Seul l'entraîneur connaît son équipe. Là, vous voyez, seul l'entraîneur connaît son équipe.
Bon, et puis quand je vais regarder, je vais faire 2 projections, je vais regarder l'équipe qui a joué les éliminations là contre... C'était quoi? Sao Tomé et Principe. Je ne vais pas dire que Sao Tomé et Principe c'est une fourreau de guerre. Mais je vais dire que de par l'allure, par la vitesse, la qualité du jeu produit dans ces matchs aller et retour, c'était tout à fait le contraire de ce que nous vivons maintenant. Vous avez énuméré beaucoup de choses là tout à l'heure. Le championnat à l'arrêt, les gars, ils ne sont pas eux-mêmes, et ainsi de suite. Tout ça, ça joue. Ça joue, vous voyez. Ce n'est pas, facile à voir les gars qui ont le même allant de ceux qui travaillent tous les jours tant en club qu'en préparation. Là, ce n'est pas facile là maintenant. Ce n'est pas le même rythme. Vous savez, il y a baisse de régime actuellement. Il y a d'abord cette fatigue là. On a joué tout un championnat. On revient maintenant. On se charge encore pour jouer, préparer. Je vous dis, c'est pas sur le plan technique. Moi, je peux vous expliquer ça. Mais tout compte fait, les prestations, les résultats, par de même, c'est pas bon. On ne doit pas aussi tirer. Vous savez, tout ce que vous allez faire dans la vie, il faudrait que vous le sachiez et vous le savez. Tout ce que vous faites dans la vie, si le facteur chance à un moment donné n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas réussir. Est-ce qu'il faut avoir la chance contre une équipe comme Stade de Banjul? Je dis ceci. Justement, pourquoi est-ce que les mêmes qui marquent 9 buts n'arrivent pas à marquer un but? Il y a une image qu'on a marqué au début de cette rencontre. C'est les joueurs qui étaient contents de se filmer avec les 16 internationaux là. Mais maintenant, ça montrait justement que... ce n'est que normal. Oui, et maintenant, au cours de la rencontre, on ne voit pas de but, il y a un problème. Non, ce n'est que normal. Évitons de polémiquer toujours. Moi, je vous dis, moi, j'ai toujours mes positions. J'ai toujours mes positions. Moi, là où me voilà, je ne suis pas le seul là qui condamne activement. Je ne condamne pas activement. J'essaie de me mettre à la place de l'autre. Et le gouvernement est en train de faire son travail. C'est ce qu'il recherche. Le gouvernement sait ce qu'il recherche. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce sera la même physionomie pendant le champ? Qu'est-ce qui vous dit que c'est... Est-ce que vous avez vu, les gouvernements vous dit que voilà mon 11 majeur? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il ne vous l'a pas dit. Attendez le champ commencer et regardez le 11 majeur que les gouvernements vont jeter dans le terrain. Et puis on va critiquer. Vous comprenez? Il y a parfois, quand vous avez les grandes équipes européennes, les grandes sélections, si je veux m'exprimer ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles font? Quand elles arrivent en Coupe du Monde, elles viennent jouer pour la Coupe. Pendant les matchs de préparation, pendant que je suis en train de jouer contre Bertrand Vondor, je suis en train d'utiliser un 4-4-2 classique. Alors que mon véritable système de jeu pour bombarder les autres, ça serait le 3-5-2 ou le 5-3-2. Il y a beaucoup de lois. Donc c'est pour ça que vous voyez, moi je vous avais dit un jour, une fois, que moi je ne sais pas critiquer un entraîneur. Parce que pour que je critique l'entraîneur, il faut que je sois avec lui. Il faut que je sois dans sa façon de penser. Il faut que je sache l'animation et même ses objectifs. Sinon, je ne peux pas me mettre à dire le travail de cet entraîneur est mauvais. Je peux critiquer le joueur d'un entraîneur. Comme nous avons vu tout à l'heure. Parce qu'il a fait une mauvaise relance, à plusieurs reprises, ça devient un tic pour lui. Parce qu'il ne sait pas, il a des boulots techniques, il fait des boulots techniques. Je peux le critiquer, mais je ne peux pas critiquer. J'ignore son animation de son dispositif. Coach, ça c'est, on vous a compris, on voit en vous quelques élans de solidarité, d'accord. Alors, Tchatchapou, avant vous, Bertrand Vondor, on a vu tous ces matchs, il y a vraiment des facteurs qui manquent dans cette équipe, notamment l'attaque, puisque cette équipe ne manque pas beaucoup. Vous avez parlé, on a perdu 9-0, des 2 buts à 1. Est-ce que pour la compétition qui arrive, est-ce que cette équipe est mieux capée pour jouer cette compétition? Avant de venir vers votre question, je vais d'abord répondre au coach tout à l'heure pour dire que en fait, personne n'a critiqué le travail de Rigobert Song-Banak ou alors ses qualités de bon entraîneur. On sait que Rigo a un bagage d'expérience que personne ne peut remettre en cause et que certainement il sait ce qu'il connaît son groupe, on n'en disconvient pas. Mais nous on voit, on a vu toute cette équipe a joué. Tous ces joueurs, les 23, ont joué pendant tous ces matchs amicaux. Et il n'y a pas raison de dire qu'il n'a pas encore mis en place son 11 majeur. On ne va pas attendre le CHAN pour mettre le 11 majeur. Je crois que c'est l'erreur qu'on a toujours l'habitude de faire. On va dire attendons le CHAN et puis on va critiquer après. On va critiquer après, le résultat sera déjà là. Si on ne commence pas, n'est-ce pas, à tirer aujourd'hui et attendre le CHAN qu'on n'a jamais eu à gagner et qu'on a une grande nation comme le Cameroun, nous sommes en train de chercher ce trophée. On ne va pas au CHAN pour se balader. On a un championnat national, on a des joueurs.
Et nous devons montrer notre valeur de leader de football africain. Ce n'est pas au CHAN qu'on va aller mettre notre 11 majeur et attendre, critiquer après l'élimination pour attendre encore 2 ans après. J'ai dit non, il faut commencer, n'est-ce pas, à tirer dès maintenant et à tirer la sonnette d'alarme à Rigobert Sambana que le dispositif dont il met en place peut-être n'est pas encore celui qu'on attend. Nous sommes à 1 mois du début de l'échéance. Il a encore peut-être 1 mois pour revoir exactement son groupe. Si aujourd'hui on ne le fait pas, il va s'asseoir et croire que tout va bien. Mais maintenant, pour la compétition. Pour la compétition, j'ai dit et je redis, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas encore, n'est-ce pas, porter très haut les valeurs de cette équipe et dire qu'on va peut-être aller très loin. Je sais qu'on a du challenge. On a le championnat zambien qui se joue, ils sont pratiquement à la 33e journée, les gars sont en jambes. On a le championnat marocain, ivoirien, etc. qui se joue. Mais chez nous, c'est carrément arrêté. Mais maintenant, on ne va pas, n'est-ce pas, accuser les organisateurs du championnat pour dire, comme le championnat ne se joue pas, c'est la raison pour laquelle on a cette équipe qui manque de rythme, qui manque de ceci. Mais il y a toujours un plan B. Rigobert Sambana peut avoir un plan B. Il dit, bon voilà, comme il n'y a pas de championnat, je peux trouver autre chose pour essayer de mettre mes gars en jambe. Est-ce qu'il faut que c'est quelqu'un qui vienne lui dire? J'ai dit non. Ou alors attendre qu'on organise le championnat pour... J'ai dit non. Un entraîneur, il est là pour les résultats. On ne verra pas qu'il n'y a pas eu de championnat lorsqu'on aura l'échec. On va tirer sur lui. Ça, c'est clair. Donc, cette équipe, moi, j'ai dit, je ne peux vraiment pas encore miser sur cette équipe. Parce que je ne vois pas encore, le rythme de jeu d'une équipe qui va en compétition. Je ne vois pas encore de 2, n'est-ce pas, le dispositif tactique de cette équipe qui est une équipe qui va en compétition. De 3, je ne vois pas le mental d'une équipe qui va en compétition. Lorsque j'ai vu la finale de la Ligue des champions de la CAF, lorsque j'ai vu cette finale, Olivier, je vous assure, on est encore très loin, n'est-ce pas, très loin d'atteindre ce niveau si on ne se met pas au travail dès maintenant. C'est Chapeau. Ouais, ben, moi je vais déjà dire à Petra que Rigobert en tant qu'entraîneur n'a pas vécu. C'est un bleu, n'ayons pas peur de... Il y a les bleus qui ont gagné la compétition. Rigobert est un très grand joueur, il a une très grande carrière, très expérimentée, mais en tant qu'entraîneur, il n'a pas un vécu. Là, le match, on prend les mots, c'est notre Rigo national, et c'est parce qu'on l'aime qu'on est capable de lui dire cette vérité. Hein. Maintenant, ajouter du fait qu'il n'a pas un vécu, le CHAN, c'est une compétition qui met en valeur le football tel que vous le pratiquez chez vous, dans votre pays. Parce qu'il faut rappeler aux éditeurs que ne prends pas au CHAN que les joueurs qui évoluent dans... Les Camerounais qui jouent peut-être en Angola, au Congo, au Maroc ne vont pas prendre au CHAN. Le CHAN, c'est l'expertise locale. Vous n'allez pas aller prendre des joueurs qui jouent ailleurs pour évoluer avec eux. Et quand moi je regarde ce CHAN depuis sa création, il y a un rapport entre le gagnant d'une coupe africaine et le gagnant du CHAN. Depuis la première édition en Côte d'Ivoire en 2009, on s'est rendu compte que la RDC qui avait triomphé lors de cette édition, vous avez le tout puissant Mazembe qui avait gagné la Champions League en 2009. Et lorsqu'on essaie un peu d'avancer, on se rend compte que l'édition qui suivait, savoir celle de 2011, la Tunisie qui l'avait remportée, il y avait un top tunisien qui avait gagné la Champions League. Maintenant, l'édition de 2014 où la Libye triomphe, c'est parce que les clubs algériens et égyptiens qui avaient gagné la Champions League et la Coupe de la CAF n'avaient pas pris part à ce CHAN qui s'était joué en Afrique du Sud. Maintenant, rendu à l'édition de la dernière édition qui s'était jouée au Rwanda, la RDC avait encore triomphé et là tout de suite on voit le tout puissant Mazembe qui avait remporté la Coupe de la CAF. Mais chez nous, quand ils vont en Coupe africaine, ils s'arrêtent où? Au premier tour. Non, le plus souvent. Le plus souvent, l'équipe qui s'aventure à aller au deuxième tour, c'est 0 points. Mais avec ça, mais vous croyez qu'on va gagner? Mais je ne veux pas qu'on rêve. Il est bien vrai. On peut se prendre. C'est une grande nation de football. Ça c'est vrai. C'était avant, avec des clubs. Mais de nos jours, lorsqu'on regarde le ranking africain, en ce qui concerne le classement de nos équipes, mais nous frôlons le bas. Nous frôlons le bas. Parce que c'est quand même 10e ou 9e. Non, vous n'avez pas. Moi je veux parler de façon générale. Je ne parle pas du particulier. Et même ce côté en sport, l'avantage que cette équipe avait est en train de fondre comme de la neige. Parce que, honnêtement, il n'y a plus. Quand on dit Cameroun, grande nation de football, j'aimerais qu'on dise grande équipe nationale.
qu'on ne dise pas grande nation de football, parce que la nation de football intègre plusieurs paramètres. Un enfant qui est par exemple né en 85 n'a jamais vu le Cameroun remporter une coupe africaine, avec les clubs bien sûr. Un enfant qui, la dernière fois c'était dans les années 82, vous voyez combien d'années sont écoulées? Entre temps on a joué, je crois 2 finales, je crois 3 finales au Cameroun, Coton Sport 2, mais c'est avec ça qu'on va aller challenger avec les équipes où le minimum c'est de jouer les demi-finales. Quand vous regardez très bien l'historique des coupes africaines. Al-Ali, demi-finale, Zamalek, demi-finale, RCT finale. Bref, ces équipes essayent de jouer les sont toujours au top. Donc, c'est chaque fois vous écoutez pour ce chant, le Maghreb vient fort. Mais on n'a pas besoin de porter une paire de lunettes pour se rendre compte que le Maghreb vient fort, il est très fort même. Mais il peut aussi avoir l'effet surprise avec peut-être le Cameroun, pourquoi pas. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Très rapidement, c'est chaque fois on va sortir de ce sujet. Lorsque vous avez des grands amateurs qui jouent contre des petits amateurs, parce que moi je considère le football maghrébin comme étant des grands amateurs, ceux-là qui ont la possibilité d'être des professionnels, mais pour des raisons dont eux seuls savent, décident de rester encore amateurs, mais ils font un professionnalisme qu'on observe par certains pays qui ont décrit le professionnalisme. Parce que quand on regarde les équipes Espérance de Tunis, tous ces autres, c'est des gars qui jouent dans les stades qui sont pleins à 40 000 personnes. Chez nous, le maximum de personnes, c'est quand tous viennent jouer, on peut avoir 10 000 personnes au stade. Vous voyez tout de suite que même rien que l'environnement dans lequel nos gars évoluent, ça ne donne pas la possibilité de challenger avec des gars qui jouent dans des stades de 60 000 personnes, qui remportent la Champions League régulièrement, qui savent ce que veut dire se qualifier pour une Coupe du Monde étant sur l'air de jeu et non pas en regardant de la télévision. Je pense que lorsqu'on a fait cette précision, on se rend compte qu'on est très mal barré. Et si je peux dire, on ne critique pas le travail des Ligo, c'est tout simplement que si vous versez de l'eau dans une bassine trouée, vous n'allez jamais la remplir parce que l'eau va toujours sortir. On vous a compris, c'est chaque fois. Alors il faut dire que les Lions ont prima fini la première étape de leur stage et la seconde étape qui va démarrer le 3 décembre prochain avant d'aller au champ proprement dit. Le Cameroun peut surprendre à ces compétitions. On attend que Gobert sorte. Et c'est pour l'un puisse nous surprendre. Alors, on va passer directement aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut dire que le week-end qui s'achève a été marqué par la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde ici 2018. Et lorsqu'on regarde les différents qualifiés, on constate que c'est les oubliés d'hier qui ont travaillé et qui sont qualifiés dans cette vague où on peut voir le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui sont accompagnés par le Sénégal et le Nigeria. Je propose qu'on prenne ce reportage et on revient pour le commentaire. Équipes qui représenteront le continent africain au mois de juin prochain en Russie dans le cadre de la Coupe du Monde 2018. Il s'agit du Sénégal, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie et du Nigeria. Lancés dans la mouvance des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, ces 5 équipes ont bataillé pour avoir le visa de qualification pour la Coupe du Monde, laissant sous le carreau des habitués de la compétition tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore l'Algérie. Avec 14 points et 4 victoires, les Super Eagles du Nigeria représenteront le groupe B. Ils seront complétés par la Tunisie, le Maroc ou encore l'Égypte, qui ont dû se défaire à la dernière minute de la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore l'Ouganda, envers respectivement dans leur besace 14, 12, 11 et 13 points pour s'offrir une place pour le prestigieux championnat qui regroupe les meilleures équipes au monde. Alors Bertrand, les qualifiés de la Coupe du Monde en Afrique sont connus et on constate dans cette liste qu'il y a 3 pays du Maghreb qui se sont qualifiés. On parlait justement du Maghreb tout à l'heure. Il y a l'Égypte, la Tunisie, le Maroc qui n'avait pu participer à cette compétition depuis fort longtemps. Ils reviennent justement parce qu'ils ont bien travaillé. Derrière cela, on a des équipes telles que le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui ont été laissées sur le carreau. Alors, premier commentaire. Le premier commentaire, il est simple et net, c'est que
les autres ont travaillé. Ils ont compris que voilà, il fallait se mettre au travail tout de suite après un échec. Il ne faut pas tarder, il faut se remettre au travail et essayer de rattraper, n'est-ce pas, le temps perdu, que de dormir sur ses lauriers. Et maintenant, ceux-là qui croyaient qu'ils dominaient le football, qui pouvaient le dominer le plus longtemps possible, sont restés. Bon, et puis, autre chose, c'est tout simplement que les clubs maghrébins, les pays du Maghreb, c'est des pays, n'est-ce pas, dont on ne peut pas remettre en cause la qualité organisationnelle. C'est des clubs, c'est des pays qui travaillent dans des conditions assez professionnelles et qui mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Maintenant, nous avons une équipe, n'est-ce pas, de l'Égypte qui a, n'est-ce pas, 28 ans sans participer à une Coupe du Monde. Qui a fait la dernière participation, c'était en 1990, je crois bien, et qui a gardé patience, qui a remis, n'est-ce pas, tout un statut de formation en jeu pour remettre son football sur le chiquier international. Et puis c'est quand même, c'est le septuple champion d'Afrique, il ne faut pas l'ignorer. Donc je pense qu'il n'y a pas de surprise en tant que tel. Parmi ces 5 pays qui vont représenter l'Afrique, l'Égypte est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, n'a pas perdu la finale parce qu'ils ont délivré, ils ont bien joué, mais malheureusement le Cameroun a eu beaucoup de chance. Mais ces Égyptiens, contrairement au Cameroun, se sont remis au travail et ne sont pas restés, n'est-ce pas, sur leur laurier. C'est un exemple à suivre. Et maintenant il y a le Maroc qui, n'est-ce pas, a compris qu'il fallait revoir le football de base. Hervé Renard est revenu avec son bagage d'expérience qu'il a sur le football africain et ce mental que ce monsieur a impliqué à cette jeune génération marocaine a amené à plier cette équipe. Et puis il y a le Nigeria qui a aussi, n'est-ce pas, disparu de la scène footballistique internationale, qui a travaillé son football de fond. Donc, en fait, pour conclure, pour être un peu bref, c'est tout simplement qu'il faut revoir, n'est-ce pas, les problèmes de fond du football dans chaque pays quand on veut, n'est-ce pas, remonter vers le haut. C'est tout simplement ça. C'est Chakou. 3 pays maghrébins qualifiés pour la Coupe du Monde. On le soulignait tantôt, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Des équipes qui ont travaillé, mais derrière ces équipes, il y a justement le Sénégal qui a été éliminé par le Cameroun en Cannes, mais ils n'ont pas perdu le facile spirit qu'ils avaient. Les voilà qualifiés après 2002. Alors, est-ce que on va dire c'est un bon retour pour cette équipe qui a à sa tête un ancien international, à savoir Aliou Cissé? Bon, Olivier, tu me permets quand même de penser un mot sur mon pays, parce qu'en tant que Camerounais... On en parlera pour le Cameroun. Bon, vous savez, ça me surprend pas. Moi qui regarde ce football depuis une belle lurette, les équipes qui sont qualifiées méritent largement une place. Lorsque vous prenez l'Égypte, c'est une équipe qui a su se reconstituer après qu'elle a fait un triplé en Coupe d'Afrique. En étant patiente, l'Égypte a manqué en tant que détenteur du trophée, l'Égypte a manqué de quoi à soit Coupe d'Afrique de manière consécutive. Ils ne se sont pas affolés, ils ont travaillé. Le résultat est là aujourd'hui. Si j'étais sûr, Hector Cooper serait parti depuis. Vous avez également le Maroc qui revient après 1998. Mais là, cette fois-ci, le Maroc vient très fort. Pourquoi? Parce que de ce côté, on a compris que le football, le sport en particulier, peut positionner un pays sur le plan diplomatique. Si vous voyez toute l'énergie et tout le déploiement que le Maroc a mis sur pied pour se qualifier pour cette Coupe du Monde, vous n'allez pas croire. Vous avez également la Tunisie qui a joué la Coupe d'Afrique, qui est rentrée en quart de finale battue par le Burkina Faso, qui a essayé, n'est-ce pas, de dérouler un bon jeu, même si pour moi, il y a eu une déception avec l'élimination de la RDC, parce qu'honnêtement, dans cette coupe, la RDC était l'équipe qui était mieux partie pour se qualifier. Mais ce match nul qu'ils font du côté de Kinshasa, qui menait 2-0, à moins de 15 minutes de la fin, on réussit à égaliser. C'est pas une équipe très fatale pour nous. Maintenant, vous avez le Sénégal.
honnêtement, le Sénégal, c'est une équipe qui se positionne nettement comme étant l'une des meilleures sélections sur le continent. Regardez un peu seulement comment le Sénégal se comporte lors des compétitions des catégories des jeunes. Vous prenez la Coupe du Monde des moins de 17 ans, les Sénégalais sont présents. Vous prenez les Jeux Olympiques, ils sont là, parce qu'il faut rappeler que l'équipe sénégalaise qui se qualifie actuellement, il y avait déjà 6 éléments lors de Londres 2012. Le coach Alioune Cissé était déjà l'adjoint en 2002. C'est une continuité. Les gars ne se sont pas découragés. Un travail fait depuis la base. L'élimination lors de la CAN 2012, ils sont rentrés au premier tour avec 0 points. Ils ne sont pas découragés. Il y a eu une certaine traçabilité. Maintenant, si vous prenez le Nigeria, c'est une équipe qui est un peu considérée comme l'Allemagne en Afrique. Parce que le Nigeria ne met pas long pour se régénérer. Ils ont parfois des passages à vide, mais le plus souvent, ils réussissent à se mettre sur pied pour triompher. Maintenant, lorsqu'on regarde dans notre poule, avec cette équipe du Nigeria, on se rend quand même compte que le Nigeria avait mis tout sur pied pour se qualifier. Regardez la double confrontation avec le match aller, où vous avez une équipe du Nigeria qui avait préparé le match dans tous les sens du terrain. Je me souviens pendant cette période, il y avait un article sur le site Yahoo qui faisait état de ce que Zambo n'avait pas le niveau pour jouer à Marseille. Malheureusement, beaucoup de journalistes camerounais ont relayé l'information, oubliant que ça devait contribuer à fragiliser notre équipe. Alors, allez-y donc chercher comment est-ce qu'un article comme celui-là sort à quelques jours d'un match capital comme celui-là. Ça veut dire que le Nigeria a compris qu'un match de football ne se gagne pas uniquement sur le terrain. Ça se gagne parce qu'on est capable de développer des stratégies extra-sportives qui arrivent à impacter le jeu d'un footballeur. Bon, aujourd'hui, regardez le niveau que Zambo a. Personne ne peut dire qu'il n'a pas. Donc, à ce moment, des équipes ont compris qu'un match de football, ça se gagne certes sur le terrain, mais il y a un grand travail qu'il faut faire en amont pour, n'est-ce pas, mettre les gars dans de bonnes conditions de jeu. Alors, coach, avec vous, on va parler de ces grands pays qui n'iront pas en Coupe du Monde. Nous avons parlé du Cameroun, dont on va parler tout à l'heure en grand format. Mais je propose qu'on parle justement de cette Côte d'Ivoire et de ce Ghana qui n'ont pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est parce que c'est Chako parlait du travail qui a été fait en amont ou alors c'est le coup de la malchance? Il n'y a pas de malchance possible dans ce cas-là. Parce que je vais revenir un peu sur les propos de Bertrand Vondo tout à l'heure qui a dit les autres vont bien chez eux parce qu'ils travaillent d'une manière professionnelle. Ne pensez pas qu'on veut dire d'une manière professionnelle seulement dans le seul sens du terme que les infrastructures sont professionnelles. On est à l'aise quand on travaille sur du gazon, on est à l'aise quand on récupère bien. Non, c'est pas seulement ça. Les professionnels, c'est aussi dans l'esprit. Dans l'esprit. Nous allons sur la seule base de la performance pour pouvoir atteindre certains résultats. Ça, c'est professionnel. Mais déjà, quant au pays, je vais prendre spécifiquement le cas du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, comme vous m'avez demandé là. Le Cameroun, vous savez comment ça fonctionne. Et c'est la même chose avec la Côte d'Ivoire. J'ai lu un extrait de Marc Wilmots qui a dit, quand j'avais la sélection belge, tout allait bien parce que j'avais les mains libres. Mais avec la Côte d'Ivoire, le choix des joueurs n'est pas fait par moi seul. C'est chacun qui propose. Vous savez avec moi que c'est comme ça ici, au Cameroun également. Quand vous revenez maintenant vers les pays maghrébins, nous en avons parlé. Égypte, Tunisie, Maroc, c'est tous les pays qui ont le même profil quant au profil d'ascension. C'est des équipes qui ont connu une grande période d'hibernation, qui sont tombées. Et quand elles se sont relevées étant très fortes, parce qu'elles ont pris le temps de reconstruire. Elles ont été patientes, reconstruites avec une très grande traçabilité. La longévité du groupe, ensemble, fait une très grande force. C'est ça qui fait leur force aujourd'hui. Alors que chez nous, vous avez vu ce groupe aujourd'hui, vous allez le revoir demain, vous allez revoir d'autres demain, après demain c'est d'autres que vous allez voir, ça ne peut pas donner. Et vous allez voir, c'est cette manière, cette façon non professionnelle de travailler qui est la cause d'un débâcle de nos pays. Parce que c'est ça, il ne faudrait pas qu'on aille tirer de long en large, on s'en va accuser les joueurs, ils ont mal joué, ils ont fait sinon. Je vous dis, quand ce n'est pas sur la base de la performance, ça ne peut pas donner. Bertrand Vondo, la Côte d'Ivoire a dû faire recours à ses anciennes gloires pour pouvoir venir booster, n'est-ce pas, ceux de la sélection ivoirienne. Mais peut-être la Côte d'Ivoire a été battue 2 buts à 0
pas, le Maroc qui avait justement à sa tête, n'est-ce pas, un entraîneur mieux capé qui a déjà montré de quoi il est capable à travers justement la Coupe d'Afrique qu'il a remportée, à savoir Hervé Renard. La Côte d'Ivoire n'ira pas en Coupe du Monde. Mais Olivier, la Côte d'Ivoire n'ira pas en Coupe du Monde, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas mis les moyens qu'il faut pour aller en Coupe du Monde. Il faut comprendre déjà que le tout n'est pas, n'est-ce pas, de rappeler les anciens gloires pour venir poster le moral des jeunes et tout. Et je pense que ceux-là, ils ont fait leur temps. Didier et Yaya, ils ont fait leur temps. Mais maintenant, ils peuvent poster le moral d'une autre manière. Peut-être en discutant au téléphone avec leurs jeunes frères ou en les encourageant avec des messages. Il n'est pas vraiment obligé, n'est-ce pas, de les ramener au sein du groupe et puis quoi que ça va poster un quelconque moral. Notons que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du Monde parce que, n'est-ce pas, ils ont totalement été meilleurs. Quand la Côte d'Ivoire va en Coupe du Monde en 2006, c'est par coup, c'est par un détail. Le Cameroun manque un penalty à Yaoundé qui permet, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire de passer. Ce n'était pas parce que la Côte d'Ivoire était totalement forte. Et puis la Côte d'Ivoire a un problème de régénération. Régénérer le football ivoirien, c'est un peu comme le coach disait tout à l'heure, c'est pareil qu'au Cameroun. Parce qu'on a les Gervinho qui sont vieillissants, qui reviennent, qui jouent dans un championnat qui n'est pas du tout compétitif, qui n'a pas vraiment des joueurs assez capés. Celui-là, je crois que des joueurs comme j'ai vu, on devait déjà les mettre de côté. Il y a d'autres joueurs comme ça. Mais maintenant, il y a un autre problème, c'est que la Côte d'Ivoire a des joueurs talentueux. Mais maintenant, comment faire pour rassembler ces joueurs? Comment faire pour les remettre, les donner, n'est-ce pas, un esprit compétitif, un esprit de gagneur? Il y a un problème profond en Côte d'Ivoire, c'est un problème de leadership, c'est un problème de clan aussi. Parce que c'est une équipe qui connaît des problèmes de clan, comme l'équipe nationale du Cameroun. Tel est dans le clan de tel, l'autre est dans le clan de tel. Ça fait que quand ces gars se retrouvent, c'est chacun qui vient avec son esprit. Donc c'est ce problème de fond. L'autre véritable problème, c'est que Hervé Renard connaissait cette équipe de cœur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu, qui est passé par là. Et d'ailleurs, j'ai vu l'a révélé, non, Salomon Kalou. Salomon Kalou l'a révélé que Hervé Renard nous connaît, donc il viendra avec un esprit. Il va mettre dans la tête de ses joueurs un esprit de mental, c'est-à-dire le Maroc est venu jouer ce match avec un esprit de mental très très fort. C'est une équipe qui n'est pas vraiment venue jouer tactiquement, hein, pour être clair. Ils savaient qu'ils vont en bataille et qu'il fallait vraiment aller. Si vous avez vu le match, c'était un match qui était vraiment très physique. C'était la bataille, c'était la bagarre. Donc il fallait des hommes pour jouer ce match. Alors Hervé a compris qu'il doit aller en Coupe du Monde avec des hommes. Il doit mettre des hommes dans son effectif pour remporter cette rencontre. Mais maintenant, je vais un tout petit peu chuter en disant que le Ghana a connu, n'est-ce pas, une période ascendance. Le Ghana est en pleine reconstruction, mais eux aussi peinent encore. Et ils pêchent par ce problème-là de ramener encore les vieux dans l'équipe. Où est passée l'équipe des jeunes qui a gagné la Coupe du Monde? Normalement, on savait que cette équipe de jeunes qui a gagné la Coupe du Monde en junior devait être l'équipe du Ghana aujourd'hui. Mais je ne vois pas peut-être trois joueurs de cette écurie. S'ils sont nombreux, ils sont peut-être 2. Donc c'est toujours le même problème du football subsaharien où on voit des jeunes monter, mais après on ne les suit pas, on ne les met pas, n'est-ce pas, dans des positions pour pouvoir s'exprimer. Donc la faute à qui? La faute à nous-mêmes. Alors avant que Jacques ne parle, on va parler un peu du côté psychologique. Hein. Ces deux gloires que la Côte d'Ivoire amène. On a vu au Cameroun, lorsqu'on allait jouer en Côte d'Ivoire, on avait rassemblé tous ces stars. Ces anciens gloires, on allait en Côte d'Ivoire gagner, mais lorsqu'on est arrivé au Cameroun, il y a eu un échec total. La Côte d'Ivoire a peut-être voulu imiter le Cameroun. Il n'y a pas eu d'incident, puisque ça m'a été la catastrophe, puisque la Côte d'Ivoire a été battue par 2-0 par un entraîneur qui est justement passé par là. Alors, l'apport là, est-ce que ça a un impact psychologique, revenir les anciens gloires dans une équipe? Pour l'entraîneur. Venir avec les anciens doigts dans une équipe, bon, ça dépend de la conception de ceux qui prennent la décision. Si tu ça n'est pas ça, un petit espace, un petit apport psychologique, parce que les enfants qui sont en face se disent bon, voici les temps.
Les grands qui ont fait la chose, les grands qui ont fait, ils ont gagné, ils n'ont pas fait la magie. Si nous disent déjà que c'est comme ça, nous pouvons aussi y arriver. Vous comprenez? Bon, et d'autre part aussi, vous pouvez avoir en face de vous des gars, comme je disais déjà tout à l'heure, que quand on n'a pas le cran de la compétition, parce que les révélations de Marc Vimos, comme je vous ai dit tout à l'heure, concordent avec le fait que c'est des joueurs même qui ne pouvaient pas jouer ce match, ont pris part au match. Parce que quand vous le faites déjà, vous avez déjà empiété dans le travail de l'entraîneur. Vous comprenez un peu? Parce que je vous dis, s'il y a deux discours différents devant les gars avant un match, ils seront un peu troublés, ça ne va plus donner la même chose. Si ces anciens gloires viennent simplement pour booster le moral de ces gars, pour leur dire que là, vous allez là, il n'y a rien. Vous avez souvent vu gagner ce genre de match-là. Je vous jure que c'est avec nos deux jambes-là. Allez jouer, vous allez voir comment vous allez gagner. Mais s'ils viennent, ils disent, non, pour gagner le match-là, moi je vous dis les petits, vous devez jouer comme ça, comme ça, comme ça, alors ça devient dangereux. Parce que ce n'est plus le plan de l'entraîneur, ça devient le plan des anciennes gloires. Vous comprenez un peu? Et maintenant, comme ils ont tellement confiance à leur grand frère, ça risque d'impacter sur leur jeu. C'est pour ça que moi je ne trouve pas souvent ça très important. C'est comme Bertrand a dit, on peut appeler individuellement au téléphone et dire petit, on compte beaucoup sur vous, gagnez-nous ce match-là, il n'y a pas de magie dedans. Gagnez ça, on attend ça, vous aurez quelque chose après, mais je vous dis, gagnez-nous le match, il n'y a pas de magie, vous nous voyez souvent faire, c'est ce que vous faites là, vous faites même mieux que nous, parce que normalement vous ne devez rien perdre. C'est ce genre de propos qu'il faut tenir. Vous comprenez un peu? Je vous dis, le discours qui joue tout. Oui, si vous venez avec un discours qui faut aussi arranger le comportement tactique ou alors du dispositif ou alors la manière d'aborder le match, ça devient compliqué. Mais si vous venez avec un discours galvanisateur, encourageur, qui dit faites, vous pouvez, nous sommes derrière vous, là c'est autre chose, tout en appliquant ce que votre entraîneur qui est avec vous tout le temps vous dit. Je crois que ça va donner. Donc on retient selon vous que l'apport de ces anciens gloires pour la Côte d'Ivoire n'a pas aussi été important. J'ai dit ça dépend, ça oui, non, je dépend du discours. N'a pas aussi été important puisque finalement ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Alors c'est Chakou, au cours de la récente Coupe du Monde, on avait la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, le Ghana. Aujourd'hui, finalement, aucune de ces équipes-là n'est qualifiée pour l'échéance russe qui s'annonce en juin prochain. Non, mais vous savez, il y a aussi dans le football, le Cameroun reste en Afrique le seul pays à avoir eu 4 Coupes du Monde de manière consécutive. Et battre un record comme celui-là, il faut vraiment être capé pour le faire. Vous avez deux pays qui étaient en voie d'égaliser ce record, le Ghana et la Côte d'Ivoire, parce que ces deux équipes étaient les 3 participations de manière consécutive. Bon, maintenant, peut-être c'était la pression, parce qu'il fallait les dire. Et quand je suis, des gens disent non, les anciens gloires sont venus, il fallait être soudés derrière eux. Sauf que je n'ai jamais vu un but marqué, parce qu'il y a eu un discours. Je n'ai jamais vu un but marqué depuis les gradins. On a vu l'Italie hier, il y avait toute la mobilisation, aucun but n'est venu des gradins entre sur le stade. Ça se joue dans le rectangle. C'est les 22 qui sont sélectionnés qui ont la décision entre les jambes. Le reste là, je n'ai jamais vu un but venir des gradins entre les filets. Je n'ai jamais vu un but venir d'un discours d'une ancienne. La pense psychologique peut être important. Non, laissez-nous ça, je n'ai jamais vu un but marqué par la psychologie. C'est les 11 qui, parfois même à ce moment, on rend difficile quelque chose qui devient facile. Et s'il faut être un peu logique, la Côte d'Ivoire n'avait pas le niveau pour la Coupe du Monde. Lorsque vous perdez contre le Gabon à domicile, je crois qu'à partir de cet instant, les Ivoiriens pouvaient dire au revoir à la Coupe du Monde. Vous allez faire le plus difficile à Libreville, vous gagnez le Gabon 3-0. Vous venez perdre à la maison, non. Dans le football moderne, ça ne pardonne pas. La Côte d'Ivoire n'avait qu'à gagner son match contre le Gabon, venir serrer le nul contre la Côte d'Ivoire et aller en Coupe du Monde à au premier tour. Parce que c'est le plus souvent le sort qui est réservé à cette équipe. Donc moi j'ai dit, s'il faut regarder les deux équipes, Maroc-Côte d'Ivoire, il n'y avait pas photo. Vous avez une équipe marocaine qui a fait un clean sheet. Le clean sheet, c'est jouer sans prendre de but, 6 matchs, 0 but encaissé. Mais comment est-ce que vous voulez qu'une équipe comme ça ne parte en Coupe du Monde? Vous avez une équipe marocaine qui est arrivée et a annoncé le temps de l'aéroport. Ils ont dit non, nous sommes en bataille. Ils ont refusé carrément le but qui les a été accordé. Ça veut dire que les gars étaient disposés à traumatiser les Ivoiriens. Vous avez une équipe marocaine qui n'a pas plié, malgré le fait que les Ivoiriens ont mis la pression sur l'équipe. Les 25 premiers minutes, les gars n'ont pas rompu. Les gars se sont repliés, mais ils n'ont pas rompu. Vous avez également à la tête de cette équipe un renard qui, lorsqu'il signait son contrat du côté du Maroc,
Les objectifs, c'était la qualification pour la Coupe du Monde. Et Hervé Renard habite au Maroc. Il connaît la réalité du pays, contrairement à Villemot, non, pardon, Villemot, qui vit en Belgique. Il vient seulement le jour du match et après, quand c'est plein qu'on lui donne des joueurs. Non, mais il fallait qu'il y ait des buts en conférence de presse lorsqu'on lui proposait les joueurs. Moi, je suis pas. C'est de la fuite en avant, puisque c'est qu'on a perdu. Tout à fait, je suis pas très gêné par ces postulats. C'est-à-dire, vous savez très bien que vous avez un pacte très difficile, vous acceptez quand même. C'est lorsque ça capote que vous allez vous lever pour vous dénoncer. Wilmot, en conférence de presse, pouvait carrément dire les joueurs qui sont là, je ne réponds pas entièrement d'eux parce qu'il y a certains qui nous sont imposés. Mais il est inadmissible. Bon, si Gagné il dit non, on a eu une belle nation, le peuple est solide, on va aller en Coupe du Monde, tout ce patati patata. Non, c'est déjà ça. Sportivement parlant, la Côte d'Ivoire, depuis son dernier sacre en Coupe d'Afrique, lors de la Guinée équatoriale, c'est qui est en train de descendre. Vous allez en Cannes, Gabon, vous rentrez au premier tour, qualification Coupe du Monde, vous faites la Côte d'Ivoire gagner un seul match contre le Gabon. La Côte d'Ivoire gagner 2 matchs contre le Gabon et contre le Mali. Maintenant, lorsque vous perdez à domicile contre le Gabon, non, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Donc, à un certain moment, je voudrais vraiment qu'on nous arrête avec cette histoire et dire il faut la mobilisation, sauf que la mobilisation ne marque pas les buts. Le discours ne marque pas. C'est les 11 gars, lorsqu'ils sont les meilleurs. Et en plus, lorsque vous êtes en train de représenter une nation et que vous savez intérieurement que vous n'êtes pas là parce que vous êtes vraiment bon, vous êtes là parce qu'il a fallu qu'un lobby se mette en branle pour qu'on vous sélectionne, vous ne pouvez pas. Le résultat est tout. Mais lorsque vous êtes là parce que vous savez que je suis le meilleur, tout de suite les résultats vont suivre. Rendez-vous un peu comme lorsqu'on avait notre équipe de 2000 où cette histoire d'achat de places ne sévissait pas encore l'équipe nationale. Il y avait justement le résultat. Alors, sachant que puisque vous parlez du Cameroun, je propose qu'on puisse voir la rencontre qui opposait la Zambie au Cameroun. Regardons quelques meilleures actions de cette rencontre. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 2 buts partout. Les Lions ont été menés pas 2 fois, mais il y a eu un petit MD sur 2 joueurs qui ont pu nous chasser de la honte. Prenons ce reportage. Voici les 2 joueurs qui ont refusé aux Lions indomptables du Cameroun d'essuyer une défaite en Douala, en Zambie, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Eux, c'est Zambo Anguissa et Yaya Banana. Titularisés d'entrée de jeu par le sélectionneur Hugo Boss, ils ont permis au Cameroun de revenir sur le score 2 fois de suite après les buts de Patson Daka et Mvila à la 26e et 64e minute. Pourtant, c'est une bonne équipe camerounaise qu'on a vu évoluer en début de rencontre, maîtrisant globalement les débats sans ses ténors habituels, Benjamin Mukanjo ou encore Christian Bassogor. Ils seront malheureusement rattrapés par le manque de précision dans le dernier geste. Largement dominé par les Chipolopolo de Zambie, il aura fallu aux coéquipiers d'Abouakar Vincent d'aller fouiller dans leur trip afin de refuser la honte. Une honte qui a pourtant tout son pesant d'or puisque les champions d'Afrique vont terminer 3e avec un bilan de 6 matchs joués, 1 victoire, 1 défaite, 4 matchs nuls, 7 buts marqués pour 7 points dans la GBCR. Un véritable échec pour la tunique vert, rouge et jaune que l'on voyait jouer les premiers rôles. Alors Bertrand Vendor, c'est la chute de ce reportage qui m'intéresse. 6 matchs joués, 7 buts marqués, 1 victoire, 1 défaite pour 4 matchs nuls. Voilà donc le bilan de nos Lions indomptables à ces éliminatoires. Le Cameroun n'est pas qualifié. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais rajouter un goal différent de moins 2. Bien évidemment. Voilà, donc c'est déjà pour dire que pour une équipe championne d'Afrique, franchement, c'est alarmant. C'est alarmant, c'est très regrettable. Hugo Boss voulait quand même aller terminer en beauté, justement parce qu'on disait que c'est inadmissible qu'une équipe qui sort d'une CAN vainqueur suit des résultats, avec des résultats, n'est-ce pas, assez
assez négatifs, comme celle du Cameroun. Ça confirme encore ce qu'on passe le temps à dire, c'est-à-dire le Cameroun a gagné cette CAN avec un coup de chance, il faut le dire. Ce n'était pas vraiment avec tout le mérite dont on peut penser. Mais maintenant, il faut comprendre que ce match contre la Zambie, moi je le disais, je crois que j'étais sur le même plateau avec vous, Olivier, dans une chaîne frère, qu'on ne pouvait pas aller gagner ce match en Zambie. Il ne faut pas rêver. On ne pouvait pas battre la Zambie à Douala. Et que, je vous l'ai dit, si on a beaucoup de joueurs, on ramènera un point, justement, par rapport au fighting spirit des gars. Et moi, j'ai beaucoup aimé un jeune homme comme Yaya Banana, qui est, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on a connu depuis les cadets et les juniors. Mais à un moment donné, il a été perdu. Il a été perdu. Et il n'a pas été perdu justement parce qu'il n'avait pas de qualité. Mais là, il s'est perdu tout simplement parce que on a un système dirigeant qui ne connaît pas suivre des joueurs. Je pense que quand vous avez des valeurs, prenez au moins la peine de mettre les moyens pour mettre ces valeurs-là en condition, pour les suivre et les amener, n'est-ce pas, à suivre une carrière normale. Ce n'est pas au joueur, n'est-ce pas, de suivre sa carrière. Hein. Je suis désolé. Le joueur ne va pas en même temps s'occuper de son travail sur le terrain, comment s'entraîner, comment venir jouer des matchs, et aussi prendre le temps de voir les problèmes extra sportifs. Je pense qu'on doit avoir une commission quand même qui doit prendre la peine de suivre les joueurs dont on peut espérer un avenir meilleur. Bon, maintenant, le match en lui-même, c'était un match vraiment où la Zambie a dominé de tout encombre. On a vu une équipe camerounaise complètement dans la rue, qui manquait de repères, et qui manquait aussi de génie, parce qu'on n'avait vraiment pas un joueur capable de décanter la situation. On a vu une défense où on a même, je crois, remplacé à la mi-temps le latéral droit. Oui, pas Castelletto, qui est entré. Leco, qui était dépassé par les événements. On a été obligé de faire entrer Leco. Et puis, on a eu quand même un Zamboanguissa au milieu de terrain, abandonné à lui-même, il faut le dire, mais qui a fait montre de beaucoup de qualité, de courage et de talent pour, n'est-ce pas, nous sortir de la honte. Il faut vraiment comprendre que le sélectionneur national ou alors l'équipe en elle-même n'était pas au niveau comme on pensait. Le Cameroun sort troisième avec un goal average de moins de 7 points derrière le Nigeria et la Zambie. Ce n'est pas ce qu'on attendait voir. On a très mal débuté ces éliminatoires par 2 matchs nuls. Et dans ce genre de compétition, tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants. Il n'est pas question, vous avez vu le Nigeria. Le Nigeria a pris le taureau par les cornes dès l'entame de la compétition, c'est-à-dire il fallait déjà annoncer les couleurs. Mais lorsqu'on a fait match nul en Algérie lors de la première rencontre, j'ai vu des gens jubiler. Bon, ça devait être très compliqué par la fin, puisque ce nul déjà nous condamnait déjà à remporter la majorité des autres matchs qui devaient Après il y a eu un second nul. Un second nul qui a encore compliqué les affaires. Donc pour chuter, moi je dis on a un travail de fond à faire. On a encore beaucoup de choses à revoir. On a dormi sur nos lauriers lorsqu'on est rentré du Gabon, et ça nous a rattrapé par la suite par la mauvaise prestation à la Coupe des Confédérations, par la mauvaise prestation lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Ça ne surprend personne, absolument personne. C'est chaque coup le Cameroun est éliminé. Et davantage, le Cameroun attendait quand même la dernière minute pour être éliminé. Cette fois-ci, ça a été très vite fait. Bertrand Van der le souvenir d'ailleurs. Il y a eu ces 2 matchs d'entrée qui ont été, où nous avons pris 1 point contre l'Algérie, ensuite 1 point à Limbé, qui ont compliqué en quelque sorte la tâche de l'équipe du Cameroun. Rentrée de notre titre de champion d'Afrique du Gabon. On croyait à un sursaut d'orgueil de cette équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Finalement, le Cameroun n'est pas en Coupe du Monde Russie 2018. Ouais, ben, je vais un peu relativiser le fait qu'on veut absolument dire que lorsqu'on a gagné une Coupe d'Afrique, on doit être en Coupe du Monde. Et lorsque je regarde un peu, je me rends quand même compte qu'un pays comme le Chili, double tenant du titre Copa América, n'est pas qualifié. L'Australie, qui a gagné la Coupe de l'AFC, c'est en Asie, n'est pas su de se qualifier. L'Italie. Si on remonte, je parle de l'Australie, ouais. Si on remonte un peu, quelques années, on se rend quand même compte que l'Égypte est 3 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique.
ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. J'espère que c'est un peu un parapluie que vous voulez donner au Cameroun. Non, c'est pas un parapluie, vous allez voir la chute tout à l'heure. Et si on revient encore, l'Égypte 98, gagnant le vainqueur de la Coupe d'Afrique, ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Maintenant, sauf que ces équipes vont se régénérer. Là, c'est sûr. Vous allez voir, le Chili ne doit pas manquer 2022. Mais on pourra arriver à un scénario suivant lequel le Cameroun ne sera peut-être pas en 2022 parce que les mêmes choses vont continuer à produire les mêmes effets. On va continuer à payer des joueurs parce qu'on ne sait comment est-ce qu'ils font pour arriver à l'équipe nationale. Maintenant, si vous parlez de ce match proprement dit, je vais quand même noter d'abord quelques points de satisfaction que j'ai eu à observer durant ce match. Vous savez, Hugo Broz, ce qu'il est arrivé ici, nous a quand même dit que notre championnat ne regorge pas de joueurs. On ne peut pas avoir un joueur de qualité qui peut tenir compte. Mais on se rend quand même compte qu'avec l'entrée de Pangop à la deuxième mi-temps, il était très réunion. Il n'était pas complexé, il a touché beaucoup de ballons et il est également impliqué dans ce but égalisateur avec cette avant-dernière passe. Parce que quand le ballon revient, un autre joueur qui n'a pas une intelligence tactique de jeu pouvait directement remiser dans le lot, mais il a renvoyé le ballon à Olinga parce que Olinga était celui-là qui était mieux placé pour faire un bon centre. C'est ce qui donne le but. Beaucoup de gens n'ont pas vu ça. Au milieu de terrain, nous avons Zabo Amissa, que moi je suis nommé Rambo Amissa, parce qu'il est l'homme à tout faire au milieu du terrain. Il est presque partout. Ses compagnes milieu de terrain, savoir Siani, on ne sait pas s'il était déjà malade. Bon, d'ailleurs, à Austin, déjà, le jour d'équipe n'est pas rien très important, parce qu'on sait, c'est seulement parce qu'en Belgique, c'est une seule équipe qui descend sur les CS. Sinon, c'est que Austin doit jouer automatiquement. Maintenant, vous avez d'autres joueurs, n'est-ce pas, tels que Clinton dit, on ne sait pas. C'est un garçon pourtant très talentueux, mais très désormais les gens depuis un certain temps, depuis la dépôt, il était frustré pendant cette canne de Guinée. Il y a eu cet excellent match face à l'Algérie. Non, mais Clinton dit, c'est pas le Clinton dit qu'on voit à Marseille. Ce n'est pas le Clinton dit qu'on voit à Marseille. Bon, on a encore vu à Bakar, fidèle à sa même logique, de toujours souvent rater beaucoup d'occasions avant de marquer, mais sauf que là, au grand niveau, ça ne pardonne pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'occasions pour concrétiser. Mais maintenant, Loco, qu'est-ce que vous voulez? Loco est-il le meilleur latéral? Comment avez-vous trouvé Castelletto qui est entré en seconde mi-temps? Non, mais écoutez, en 45 millions, on ne peut pas directement juger un enfant. On a quand même vu un apport de ce... Oui, bah, il avait le fighting spirit, il était bien engagé, mais 45 minutes, c'est très tôt pour juger un enfant. Maintenant, moi, je vais plus m'intéresser à la défense centrale. Honnêtement, on a vu une défense centrale qui était à malade, qui était carrément dans les rues. Parce que lorsque vous avez... Regardez un peu les deux buts que nous prenons. Le premier et le deuxième. Le premier but, c'est parce qu'on bat la défense. On met un ballon derrière le dos. Ça dit quoi? Les deux défenseurs sont sur la même ligne. Il n'y a personne. L'un va jouer décalé. Ils doivent savoir ça, que les deux ne doivent pas jouer sur la même ligne. On bat le gardien, on bat la défense. Une équipe qui va très vite, parce que cette équipe est faite des jeunes, c'est des juniors, ils vont très vite. Le deuxième but, c'est presque le recyclage, c'est du 1-2, une touche, 1-2 à toi, moi. Un peu comme on voit la Barcelonaise, ben ça n'aurait maintenant. Moi, je vais également m'intéresser à notre gardien. Le fighting spirit est là, mais la relance, il n'y a pas de relance. Sur la ligne de but, il a encore ce problème d'arrêter à 7. Il ne prend pas, il ne rassure pas. Donc moi je vais dire, c'est une équipe nationale, c'est une équipe camerounaise qui est là-dessus. Et lorsque je me rends compte que notre entraîneur, les outils qui lui avaient été assignés étaient de qualifier les Lions, lui-même il a revu les outils à la baisse à savoir définir deuxième. Donc ça dit, il n'arrive même pas à réaliser les outils que lui-même il s'est fixé, fini deuxième. Mais honnêtement, je comprends seulement que Hugo Broz, c'est un entraîneur, c'est un grand entraîneur pour les petites équipes. Lorsque l'équipe a déjà pris une certaine envergure, il n'a plus l'étoffe pour gérer l'aura des grandes équipes. Il y a des entraîneurs comme ça qui sont spécialisés pour entraîner les no-name. Lorsque les no-name commencent à avoir un nom, ça devient très difficile pour eux de gérer tout cela, de gérer tout ce que ça va avec. Alors, quand je vois ça, on va rester toujours dans la rencontre. Hein. On a vu une équipe camerounaise entrer de façon tonitruante la première minute de sa rencontre face à la Zambie, mais après, il y a eu ce relâchement et le Cameroun qui a été largement dominé par cette équipe zambienne, dont on sait qu'elle évolue du côté du championnat local. Les buts démontrent justement que le Cameroun a été malmené, surtout ce deuxième but où il y a ce jeu à 3 qui lave carrément toute la défense camerounaise. Alors, la faute à qui? À Hugo Broz finalement, parce que la tactique n'a pas payé.
il est parti avec une idée de sortir au moins deuxième de la poule, ça n'a pas été le cas. On est rentré avec un meilleur point du côté de Ntola. Depuis que nous sommes là, nous faisons que dire les mêmes choses. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que la longévité d'un groupe qui fait la force de ce groupe. Est-ce que vous avez compris? Parce que quand un groupe arrive, prend la tête de notre équipe nationale, il s'agit là d'une reconstruction, je crois. Parce que là, on est en débandade et puis c'est la chute. On est en période de... Comment vous appelez ça? Bon, mais maintenant, il est question de reconstruire. Et pour reconstruire, vous savez, une équipe forte digne de ce nom, en peu de temps, il faut faire avec les mêmes hommes. Nos gars, quand vous regardez, ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble. Je vous dis, c'est simple, hein? Tout ce que nous racontons là. C'est simple, ils ne se connaissent pas. L'entraîneur, écoutez, non, ce n'est pas question. Même à la CAN, vous n'avez pas vu l'équipe ensemble, que c'est les mêmes joueurs qui commencent, c'est les mêmes joueurs. Non. Je vous dis, c'est un facteur technique et tactique très important. Depuis que Hugo Broos est à la tête de l'équipe nationale, je n'ai pas dit que c'est un mauvais entraîneur. Et je ne sais même pas pourquoi il n'utilise pas les mêmes joueurs tout le temps. Parce qu'il faut se connaître. Vous savez ce qui fait la force des clubs? Parce que les gars se connaissent. Ils sont ensemble tous les jours. Et c'est pour ça que les sélections sollicitent les matchs amicaux la plupart du temps contre les clubs. Pour mieux se juger. Parce qu'ils jouent avec un groupe homogène. Les gars se connaissent, ils ont la même philosophie de jeu. Chacun connaît l'autre. Coach, c'est justement pour ça, oui. Quand on a un entraîneur qui a été quand même la cause du départ de plusieurs joueurs en sélection, parce que on en compte une équipe entière avec les remplaçants. Comment voulez-vous qu'à ce moment précis, il y a eu les départs de Choupo-Moting, il y a eu les départs de Kaltoko et Kambi, ces joueurs, voilà, qui faisaient justement, qui pouvaient faire un bloc équipe parce qu'ils se connaissaient. Alors, où est maintenant le problème? Ça, vous allez un peu m'excuser parce qu'à ce moment, j'essaie de tirer sur les joueurs parce que c'est avec beaucoup de retenue que je n'avance pas un peu injurieux à l'endroit de Choupo-Moting. Parce que quand je regarde le match contre le Nigeria, un match aussi important, c'est vrai, chaque joueur aimerait commencer, surtout un joueur de ce calibre, aimerait commencer une rencontre de ce genre-là, de cet acabit, pour écrire son nom. Mais seulement aussi, nous avons vu des joueurs qui n'ont pas commencé. Ces grands joueurs-là, au banc, sont entrés. Milan nous a fait comment en 90? Milan ne jouait jamais. Attendez, laissez-moi un peu, laissez-moi m'exprimer. Non, je vais, c'est pas la même chose comment. Milan entrait. Non, Milan finissait les 15 minutes. Et écoutez, Milan finissait les 15 minutes en ayant marqué 2 buts. Je veux dire que Choupo-Moting serait entré. N'ayant pas pu qualifier le Cameroun, mais nous mettre quand même un but pour nous faire savoir que c'est quand même moi. Même si je n'ai pas pu avoir assez de temps, j'ai quand même mis 1 ou 2, on nous a gagné 4-2. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'a pas mis 10 minutes au terrain. Ah oui, il a simulé une blessure. Il a stimulé une blessure. Et vous encouragez ça. C'est très dangereux de la part des gens qui viennent se mettre à raconter souvent les choses. C'est trop dangereux. Et vous encouragez ça. Mais parce qu'on a quand même un joueur. Non. C'est impardonnable. Je dis c'est impardonnable. Moi, à la place de Broos ou à la place de n'importe quel entraîneur qui vient, on ne l'appellerait plus jamais. Vous simulez une blessure et pour vous voir marquer 2 buts 6 jours ou 7 jours ou 4 jours après en première ligue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas droit? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas droit dans vos propos, dans vos réflexions? Cessez de jeter toujours le tort sur les autres. Choupo-Moting pouvait nous démontrer. Moi, ce que moi j'aurais voulu, je causais avec un collègue, je dis que ce que moi j'aurais souhaité, c'est que Choupo-Moting marque un but. Sur les 4, qu'il enlève au moins 1. Vraiment, ça allait lui donner encore beaucoup plus de tonus. Mais il s'est injuré, lâché dans sa culotte. Bon, les autres, j'ignore, parce que moi je ne peux pas tirer seulement sur l'entraîneur. Je ne peux pas tirer sur les joueurs n'importe comment. Pour Choupo-Moting, moi j'avais vu la preuve là. Il s'est illustré. Pour les Kaltoko et Kambi, qu'on sort, vous racontez là, vous voyez, c'est un méli-mélo. C'est elle qui dit que ça a été fait comme ça, l'autre dit que ce n'est pas vrai. Et il n'y a que même qui savent ce qu'ils ont fait là-bas. Et ne tenez pas seulement, on a un team manager, comment on l'appelle, un team manager. Ne tenez pas, ne dites pas seulement que c'est Hugo Broos qui a fait ceci. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la convocation des joueurs. Quelqu'un s'occupe de la convocation des joueurs. Si la convocation elle était mal, il y a eu des malentendus, elle était mal négociée, ce n'est pas Hugo Broos. Ce n'est pas lui. Bon, moi je ne suis pas de ce côté. De ce côté, moi je vous disais plutôt que, en ce qui concerne la mauvaise performance du Cameroun, ça a commencé. Ça a commencé depuis le premier match Cameroun-Algérie. C'est depuis que Hugo Broos a pris l'équipe était totalement comment on appelle, hétérogène. On ne se connaît pas.
Je vous dis que c'est le véritable problème. C'est le problème de fond. Les autres équipes, c'est à l'entraîneur de faire que les joueurs se connaissent. Vous avez dit que le débat là est très long. Vous comprenez un peu. Quand l'entraîneur, c'est le souci de chaque entraîneur. Je vous dis, moi j'entre un peu dans la peau de celui qui travaille. Vous comprenez. C'est le souci de chaque entraîneur d'avoir un groupe homogène. Il peut faire un classement les yeux fermés. Mais quand les réalités sont déjà telles qu'il ne peut pas le faire, vous comprenez pourquoi? Ça devient compliqué. C'est pour ça qu'il dit que ça va durer plus longtemps encore. Prenez même Mourinho, il sera dimensionné avant le temps. Puisque ce seront les mêmes manœuvres qu'en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est profond, si vous comprenez bien. C'est très profond. Alors, Luc Vandon, on va aller sortir très rapidement ce sujet par le futur par rapport à cette sélection. Avant d'aller au futur, s'il vous plaît, moi je veux revenir sur le cas de Choupo-Moting. Moi je dis franchement, il ne faut pas tenir certains propos lorsqu'on est face aux téléspectateurs qui nous suivent et qui attendent, n'est-ce pas, qu'on leur donne des éclaircies sur certaines choses. Moi je dis, on est quand même dans un pays sérieux. Choupo-Moting n'a pas quand même commencé à jouer au Cameroun pour connaître un peu comment ça se passe. C'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a pu jouer dans des cadres assez sereins. Donc, moi je dis, il est inadmissible que vous avez un joueur qui a du talent comme celui-là, qui peut, n'est-ce pas, apporter son expertise. Et puis, vous le comparez aux joueurs de seconde zone qui, ma foi, ne prouvent même pas sur le terrain. Je serais encore d'accord que Choupo est arrivé 3-4 fois à l'équipe nationale, a attendu, et que les gars qui ont joué à sa place ont prouvé qu'ils étaient plus forts que lui. Mais que non, Choupo a accepté de venir dans cette équipe au moins 4 fois et accepté de rester au banc de touche à chaque fois. On est allé en Algérie, match nul, 1 but partout, il a accepté de rester au banc. Mais il y a quand même un moment où on est un peu dépassé, où on est un peu touché moralement et se sentir un tout petit peu mal à l'aise en tant qu'être humain d'abord et après en tant que footballeur pour sauver sa peau. Donc moi je ne vais pas revenir dans le futur maintenant. Pour le futur, c'est pas fait pour le futur, pas pour d'autres. Pour le futur, je crois qu'il faut réorganiser, n'est-ce pas, d'abord le football à la base. Comment est-ce que... Il faut prendre du temps. L'Égypte l'a fait, les voici qui sont en train de monter. L'Égypte a passé 28 ans sans aller en Coupe du Monde. Mais les gars ont pris le temps de travailler. Donc il faut revenir à la base, réorganiser le football, restructurer le football, prendre des jeunes. On a déjà l'académie qui est là, peut-être ça va se faire avec. Prendre des jeunes, le temps que ça mettra, on pourra supporter. Et puis essayer de travailler dans un climat assez serein. Et maintenant, compter sur une équipe à long terme. C'est-à-dire prendre une équipe et dire, bon voilà, on donne 10 ans à cette équipe pour qu'elle nous donne des résultats. Je crois que c'est par là qu'il faut passer pour avoir des résultats. Coach, vous donnez aussi pour le futur. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais je veux dire ceci. Il ne faut pas seulement recommencer avec les minimes ou les cadets. On a des jeunes joueurs professionnels. Quintondie, et consorts, Zambouanguissa, n'est-ce pas? Bon, si on avait pris ces gars, j'espère que vous comprenez là où je voudrais en arriver. Si on avait pris ces gars et on les avait mis ensemble, c'est pendant 2 ans. 2 ans seulement. Est-ce que vous comprenez? Parce que chaque équipe a quand même, en 2002, je crois que même la grand-mère du village savait qui allait constater l'équipe du Cameroun. Quand on gagnait nos titres là, même la grand-mère du village savait. C'est cette force-là. On n'a pas eu ça. Ces gars, quand vous allez crier maintenant sur Kiton, j'ai pas ça. Moi, je ne suis pas crié sur un joueur n'importe comment là maintenant. Il n'arrive pas à jouer au milieu de terrain. Pendant que l'autre souffle là, les gars ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas suffisamment. On les aurait pris 2 ans ensemble. Le même groupe, tout le monde n'est pas obligé de venir à l'équipe nationale. Il faudrait que quand tu toques à le rapport de l'équipe nationale, que tu sois vraiment super joueur quand il y a déjà un bloc constitué. Vous comprenez, non? C'est ça mon véritable problème. Bon, quant à Choupo-Moting, moi, je fais plus de débats. C'est pour le futur très rapidement. Non, le futur, c'est qu'il va falloir un certain moment qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Qu'on se regarde et qu'on se dise, on voudrait un football propre. Football propre intègre plusieurs paramètres. Actuellement, une rumeur qui favorise des rumeurs qui coulent à savoir l'achat des passes au sein de l'équipe nationale. Mon Dieu, qui vous dit qu'on achète le verre rouge? Ceux qui doivent être appelés à l'équipe nationale doivent être ceux-là qui méritent. Parce que c'est quand même ahurissant que dans un pays comme le Cameroun, vous avez des gardiens, vous avez un gardien qui s'appelle Andro Nana, joueur de la classe titulaire. C'est sûr qu'on n'aurait pas revenir encore avec cet état de problème. Un Kamini qui joue actuellement, je pense, du côté du Fenerbahçe, mais que pas extraordinaire, on vous trouve un gardien qui joue en deuxième division, qui n'est même pas titulaire dans son équipe. Mais qui donne satisfaction. C'est lui qu'on met à l'équipe nationale. Il a joué face à la Zambie. Vous avez également Alan qui joue la première ligue anglaise. Vous connaissez le rythme de la première ligue anglaise.
qu'on n'appelle pas l'équipe nationale. Vous avez Choupo-Moting qui joue dans Stoke City. Je rappelle aux téléspectateurs que Stoke City, c'est le club le plus vieux de la première ligue anglaise qui a joué. Stoke City est aussi vieux que la première ligue anglaise parce que Stoke City était là au début et a joué toutes les saisons de la première ligue anglaise. C'est un club qui a une histoire. C'est-à-dire que lorsqu'on vous appelle à Stoke, c'est-à-dire que vous avez certaines valeurs. Vous venez avec Stoke, avec Choupo-Moting, vous le faites asseoir au bar. Vous avez des joueurs qui jouent il y avait notre Digital, mais on ne l'appelle plus. Vous avez des joueurs qui jouent dans des destinations un peu bizarres, mais curieusement, c'est eux qu'on appelle à l'équipe nationale. Et vous vous plaignez, voilà 2 éliminations consécutives qu'on a enrichies avec cette équipe. On va parler de la CAN. Vous avez la Coupe de Confédération qui sont rentrés au premier tour. Vous avez également cette élimination où le coach lui-même s'est fixé son objectif, finit 2e, et il échoue à la fin de la maintenant. Il va falloir qu'on soit sérieux. Que nous prenons, c'est difficile dans notre contexte de travailler avec les mains libres. Là, c'est difficile. Mais au moins, qu'on permet à l'entraîneur de sélectionner au moins 60%. On vous a compris, c'est Chapeau. Et puisqu'on parle du futur, je vous propose de prendre le portrait de ce joueur qui a profité du stage de présélection de Crystal Palace au Cameroun pour goûter aux délices d'une vie professionnelle. Prenons ce reportage. Corner kick. High in the air. Uzo, and it's in for the goal. Voici un jeune Camerounais qui a profité du stage organisé par Crystal Palace au Cameroun pour goûter aux délices du football professionnel. Lui, c'est Pascal Eboussi, sociétaire du Colorado Springs Sweetback, un club qui évolue en 2e division du côté des États-Unis d'Amérique. Club avec lequel il a terminé 9e sur 15 avec 25 matchs joués en championnat comme en coupe. 25 matchs qui lui ont permis de faire montre de son talent avec série sur le gâteau, 2 buts marqués. Passé dans des centres de formation au Cameroun qui lui ont servi de tremplin pour mettre sur pied des automatismes. Le jeune défenseur de 19 ans fait partie du numéro central de la défense du Colorado Springs Sweetback, comme le soulignait son entraîneur Steve Tritchell dès son arrivée en début de saison. Il avait déclaré, je cite, Pascal Eboussi a été sollicité pour solidifier notre équipe. Par conséquent, j'attends beaucoup de lui. Le contrat a donc été rempli pour ce jeune qui n'attend plus qu'un appel en sélection pour faire montre de son talent. Alors coach, voilà un joueur qui a profité du stage organisé par Crystal Palace récemment du côté du Cameroun. Aujourd'hui il est professionnel et il vit une carrière. Oui, effectivement, c'est pour vous dire qu'on en a plein comme ça. On en a plein comme ça. Moi je lui souhaite beaucoup de bonheur. Vous voyez, certainement il y en a mieux que lui, il y en a plus fort que lui, mais il a eu la chance d'être là. Et quand vous voyez, c'est une étoile montante, c'est quelqu'un qui peut beaucoup nous servir dans l'équipe nationale dans les années futures, si seulement ce que nous avons décrié ici est fait. Alors, Luc Vandor, un joueur qui profite d'une présélection pour aller faire manque de son talent, ça prouve justement que le Cameroun est un vivier de joueurs. Mais écoutez, Olivier, les autres viennent faire le travail que nous-mêmes on n'arrive pas à faire. Voilà les gens qui viennent nous montrer comment est-ce qu'il faut travailler. Ce n'est pas la magie. Allez dans des coins retirés, je vous assure, vous allez trouver des joueurs. Allez même à Molundu, vous allez trouver des joueurs. Allez à Molundu. Mais on a quand même une équipe dirigeante, je ne sais pas où la DTN, je ne sais pas, bon, où ils n'ont pas les moyens de le faire. Ou alors, on a pris les Omambik où les Cannabis, on les a pris. Moi, je dis, voilà, Crystal Palace qui vient de l'Europe, qui ne connaît pas comment ça fonctionne au Cameroun, mais qui vient quand même mettre en expertise un stage et qui invite des gars qui viennent de nulle part et qui détectent des gars. Et quand je vois ce garçon, regardez sa carrure physique, regardez le physique de ce garçon, mais c'est un défenseur plein. Et après, regardez la masse physique qu'il a et tout le talent dont il regorge. Moi, j'ai vu des vidéos et je crois que franchement, on doit profiter de ce genre d'expertise, de ce genre de joueurs. Et je crois que c'est le moment de suivre ce garçon. C'est le moment de le suivre et de pouvoir l'utiliser dans des jours à venir. Alors, coach, un dernier mot? Oh. Vous pouvez parler de votre académie sans souci. Hein. On fera tout justement l'émission 90 minutes pour nous passer de ce côté. Je souhaiterais vraiment que
un test soit organisé, que mes joueurs prennent part aussi, parce que nous travaillons d'arrache-pied. Nous sommes les gens, nous travaillons par passion et nous mettons beaucoup de nous-mêmes pour cela. Mais je compte d'abord sur Canal 24 pour passer, n'est-ce pas, au lieu d'entraînement de mon stage, pour que, à partir de là, on peut voir mes joueurs, hein, on ne sait jamais, parce que Canal 24, c'est une grande chaîne. À partir de là, elle est tellement visionnée, tellement regardée, on peut aussi voir mes joueurs. Donc, Olivier Dormo, vous-même qui êtes là, vous pouvez être un bon... Ouais, je vais passer dans l'académie, voir comment ça se passe de ce côté. Alors, Livando, on va sortir par vous. C'était votre première, n'est-ce pas, à cette émission. Vous allez donner un mot et on va sortir. Voilà, tout simplement ravi d'avoir participé à ce débat. J'ai vu votre luxueux studio et la qualité d'image, n'est-ce pas, dont vous faites preuve. Et moi, je dis, il y a le professionnalisme aussi. Hein. Moi, je suis très content d'avoir participé à ce débat. Et je pense qu'on a pu, n'est-ce pas, donner le peu de notre expertise à vos nombreux téléspectateurs, n'est-ce pas, qui quand même ont profité de quelque chose de notre petit savoir. Alors, on va lire rapidement quelques messages. Il faut dire que il y a ce message de Thomas qui nous fait savoir que la sélection camerounaise a des problèmes vu son entraîneur qui a des sélections tâtillantes. Je pense qu'il y a assez de SMS, mais le temps nous tient à cœur et on va terminer par là. Alors, c'était tout pour la sortie de ce jour. 90 minutes chrono était réalisé par Ndongo sur la supervision de Aldrin Kemonnier, le directeur de Canal 24. Restez scotchés sur les programmes de Canal 24 qui se poursuivent. À mardi prochain.